Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourissettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Cette année, après 8 ans d'instruction en famille avec nos 5 enfants, ils retournent tous à l'école. Alors je sais, ça ressemble beaucoup à du clickbait. Vous savez que c'est le genre de titre « Nos enfants retournent à l'école » que vous pourriez trouver sur des vidéos YouTube. Vous avez certaines chaînes qui prennent un malin plaisir à mettre des titres aguicheurs comme ça sur lesquels vous avez envie de cliquer. On dit, c'est pas vrai, 8 ans d'IEF, ils retournent à l'école. Et puis vous vous apercevez ensuite que en fait les enfants sont retournés à l'école, je sais pas, pour un atelier de loisirs créatifs en dehors des horaires scolaires, ou qu'ils sont allés à l'école une journée pour voir comment c'était, ou qu'ils sont allés chercher leurs copains à l'école, enfin j'en sais rien. Mais vous avez des chaînes YouTube qui prennent un malin plaisir à vous attirer par ce genre de titre, sans jamais vous proposer de contenu réellement intéressant derrière. Là, c'est vraiment l'inverse de clickbait, c'est que c'est effectivement une expérience assez rare. Nous avons pratiqué l'instruction en famille pendant longtemps, nous avons pas mal d'enfants, et là, à la rentrée de septembre 2021, ils sont tous rentrés à l'école, ou presque, vous allez voir ça. Et puis, nous sommes maintenant plus d'1 mois après la rentrée. Donc, c'est le moment idéal pour faire un premier bilan et voir comment ça s'est passé. Alors, j'ai récolté vos questions sur Instagram, sur notre groupe Facebook, le Terrier des Montessori 7. Et vous en aviez beaucoup. Donc, je vois que c'est effectivement un sujet qui vous intéressait. Et donc, j'ai décidé d'y consacrer l'épisode du podcast d'aujourd'hui. Et je vais répondre à toutes vos questions. Pourquoi, comment, dans quel type d'école vont-ils, quel est le bilan aujourd'hui? On ne vous cachera rien. En même temps, autant vous avertir tout de suite, si vous êtes là pour du drama, pour du mélodrame et de faux sentiments exagérés, non, ce sera pas ici que vous le trouverez. C'est juste une véritable expérience de notre vie de famille que je partage avec vous parce que je sais qu'elle est assez rare. Et que si vous avez des enfants en instruction en famille, c'est forcément une question que vous vous êtes déjà posée, celle du retour à l'école. Et si vous n'avez pas vos enfants en instruction en famille, vous êtes peut-être curieux de savoir comment peut se faire l'adaptation. Après l'instruction en famille, c'était peut-être aussi quelque chose qui vous arrêtez, vous bloquez et vous retenez de faire l'école à la maison. Et donc peut-être que ça vous rassurera ou pas. On va voir. Alors, ne faites pas attention si ma voix est peut-être un petit peu différente d'habitude. Je suis enrhumée et donc c'est parfois un petit peu difficile de parler. Mais voilà, c'est le principe d'un podcast. Il faut bien que je sorte un épisode quand même, donc on va faire avec. Même si ma voix risque d'être un petit peu différente. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont posé un petit peu la même question, celle du pourquoi. On a Dadou sur Instagram, pourquoi as-tu arrêté l'IEF? Babs.soul, pourriez-vous expliciter le cheminement qui vous a conduit à scolariser vos enfants? Florence, c'est un choix de vous et votre mari en premier lieu ou de vos enfants? Floris Aubert, comment est venue cette décision? Est-ce aussi une envie de leur part? Noémie Galland, qu'est-ce qui vous a encouragé à prendre cette décision? Alors pourquoi? C'est très simple. Il était déjà convenu que notre aîné rentrerait au collège cette année, parce qu'il était en âge de rentrer en 6e, et que l'on tenait à ce qu'il fasse l'expérience d'au moins 1 ou plusieurs années de collège. Et que tant qu'à faire, c'est plus facile de faire l'expérience du collège en 6e avec tout le monde, puisque c'est une transition pour tout le monde. Donc on s'est dit que ce serait plus facile à la fois pour s'adapter à l'univers du collège, et aussi pour se faire de nouveaux amis, puisqu'à la sortie du primaire, c'est vrai que les enfants sont rebrassés et remélangés à l'entrée au collège, et que, en revanche, ensuite, il arrive souvent que les élèves restent un petit peu entre eux dans la même classe, ou plus ou moins, entre la 6e et la 5e, ou la 5e et la 4e, etc. En tout cas, c'est plus difficile de se refaire de nouveaux amis à un autre cap que celui de la 6e. Donc, nous avions déjà préparé la rentrée de notre aîné au collège.
Mais pour les autres, ça n'était absolument pas prévu au départ qu'ils retournent à l'école cette année. Pourquoi ? Tout simplement, alors pourquoi avons-nous fait ce choix ? Tout simplement parce que cela faisait 2 ans que, au début de l'été, je me retrouvais au bord du burn-out. J'étais dans un état d'épuisement total, je n'arrivais plus à travailler. Mes années étaient bien remplies et très 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 lourdes pour moi. Parce que pour rappel, nous avons 5 enfants, ils étaient tous en instruction en famille. J'ai entre autres un bébé qui a maintenant 2 ans. Donc je vous rappelle les âges de nos enfants, 2 ans, 4 ans, 6 ans, 9 ans et 11 ans. Donc nous avons des petits qui sont très prenants. J'ai un travail, je n'ai jamais arrêté de travailler, à part pour mes congés maternité, mais je n'ai jamais pris de congé parental. J'ai toujours travaillé depuis toujours. Et lorsqu'on est auto-entrepreneur, qu'on a sa propre entreprise et qu'on est un petit peu tout seul à la mener, alors même si j'ai une assistante qui m'aide beaucoup, je suis la seule responsable de mon entreprise et je suis la seule formatrice de mon entreprise. Donc on a besoin de moi pour que mon entreprise se développe. Sans moi, elle ne peut pas se développer. Donc ça devenait trop difficile pour moi à gérer et j'ai vraiment ressenti le besoin cette année de me préserver et de consacrer un peu plus de temps aux Montessori 7, sur lesquels je prenais beaucoup trop de retard. Donc je tiens vraiment à passer une année à travailler à fond sur les Montessori 7, à terminer des formations, à rattraper le retard que j'avais pris, à lancer de nouvelles formations aussi, que j'attends de lancer depuis longtemps. Et puis, ensuite, on verra. Alors, j'avais une question de Domino André Sama. Est-ce définitif ? Est-ce en rapport avec la loi afin de prendre les devants ou un souci de temps pour tout gérer peut-être ? Alors, c'est vraiment le dernier cas. C'était un souci de temps pour tout gérer. Et puis, non, ça n'est pas définitif. Absolument pas. Pour moi, c'était une décision qui était très difficile à prendre. Je ne la vois absolument pas comme une décision définitive, au contraire. J'aimerais absolument reprendre l'instruction en famille, au moins avec les plus jeunes, à partir de l'année prochaine, de la rentrée 2022. Notre aîné est au collège, nous allons en discuter avec lui, en fonction de ce qu'il préférera, une fois qu'il aura passé une année au collège. Est-ce qu'il souhaitera rester ? Est-ce qu'il souhaitera prendre des cours par correspondance, continuer l'IEF de façon plus informelle en Montessori ? On verra. Et notre deuxième sera en âge de rentrer au collège à la rentrée prochaine. Donc là aussi, la question se posera et on attendra de voir ce qu'elle veut faire aussi. Il y a de fortes chances qu'on lui demande d'aller au collège au moins pour 1 an également. Mais pour les 3 suivants, j'aimerais revenir à l'instruction en famille. Et alors, au contraire, la loi anti-IEF me complique sérieusement la vie. Parce que si on avait continué l'IEF cette année, on aurait et qu'on avait eu un rapport d'inspection positif, enfin bon, ça fait 8 ans qu'on fait ça et qu'on n'a pas de soucis, que toutes nos inspections sont positives et qu'on n'a pas de problème. Donc si on avait continué l'IEF cette année, on aurait pu continuer automatiquement pendant encore 2 ans ensuite. Alors que là, avec cette fichue loi qui est passée, puisque nous arrêtons cette année, nous allons devoir faire un dossier et une demande d'autorisation pour la rentrée 2022. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, je serai dans le même bain que les nouvelles familles qui débarquent dans l'IEF. J'espère quand même que nos 8 années d'IEF pèseront dans la balance, que tous les contrôles positifs qui auront précédé pèseront dans la balance, que le fait que je sois formatrice Montessori pèsera dans la balance. Dans tous les cas, je partagerai avec vous également ces démarches, ce que ça donne. Et je partagerai avec tous les membres de ma communauté de l'accompagnement, des familles que j'accompagne en parentalité et en IEF Montessori, je partagerai avec elles les dossiers que l'on envoie et les résultats. C'est-à-dire que si le résultat est positif, ça veut dire que vous pouvez vous inspirer largement de ce dossier pour essayer d'obtenir vous aussi une autorisation pour pratiquer l'instruction en famille. Mais autant vous dire que la décision était d'autant plus difficile à prendre parce que c'était d'un côté prendre le risque de ne plus pouvoir faire l'IEF du tout, et de l'autre, avoir la quasi-certitude de pouvoir faire l'IEF pendant encore 3 ans au total, cette année et puis les 2 années suivantes. Mais honnêtement, je n'étais plus capable de tout faire. L'instruction en pâtissait, les Montessori 7 en pâtissaient, ça n'allait plus. Et les enfants.
vous êtes plusieurs à nous demander si c'était un choix de nos enfants aussi. Alors, le choix n'est pas venu d'eux. C'est-à-dire que c'est nous qui leur avons... Alors, je n'aime pas le mot imposer ce choix, mais la décision est venue de nous. En revanche, nous en avons parlé avec eux pour nous assurer qu'ils étaient à l'aise avec cette décision. Je savais que l'école ne leur faisait pas peur. C'était plus difficile pour notre fils de 6 ans, qui est donc rentré en CE1, parce que il n'a jamais connu l'école et il rentrait déjà au primaire, donc dans quelque chose qui est un petit peu plus compliqué que pour notre fille de 4 ans qui est rentrée en moyenne section. Quant à notre fille de 9 ans, elle avait déjà passé une semaine à l'école, donc elle savait, c'était dans une école de ses cousins, donc elle savait à quoi s'attendre. Ça ne la traumatisait pas plus que ça. Mais ils étaient tous partants, c'était bon pour eux, et ils voyaient vraiment ça comme une expérience pendant 1 an, en sachant qu'on ferait tout ce qu'on pourrait pour les reprendre en IUF ensuite s'ils le souhaitaient. Il faut dire que notre aîné avait déjà passé 1 année en école Montessori quand il était tout petit, en toute petite section. Et donc toujours notre aîné et sa sœur de 9 ans, comme je vous l'ai dit, avaient passé 1 semaine dans l'école de leur cousin. Mais aucun des autres n'est jamais allé à l'école. Alors il faut dire que quand ils sont allés à l'école, nos 2 aînés, ils avaient été assez dégoûtés parce qu'ils n'avaient plus assez de temps pour lire. Et de mon côté, j'avais été dégoûtée aussi parce que je me retrouvais le soir à devoir tout reprendre avec eux. Et avec leurs cousins aussi, hein. Donc ça n'était pas du tout propre à nos enfants issus de l'instruction en famille. C'était simplement le fait que les enfants sortaient de l'école et n'avaient pas compris et encore moins retenu ce qu'ils avaient travaillé pendant la journée. Donc on devait tout reprendre le soir. Ça m'horripilait, mais bon. Alors j'ai une question de Lidvine. Est-ce qu'ils appréhendaient? Un petit peu, oui. Mais comme la plupart des enfants. Comme la plupart des enfants qui déménageraient, par exemple, et arriveraient dans une nouvelle école à la rentrée. C'était le même niveau d'appréhension. Ils savaient, en plus, qu'ils allaient retrouver leurs amis, parce qu'ils font beaucoup d'activités depuis toujours, et dans ces activités, ils ont rencontré beaucoup d'enfants qui sont scolarisés. Donc ils savaient qu'ils allaient retrouver des têtes connues. Du coup, c'était une transition relativement facile. Il n'y avait pas trop d'appréhension de leur part au début. Je dirais que là où il y avait le plus d'appréhension, c'était pour notre fils de 6 ans. Ensuite, des questions de Babs.soul. Quel type d'école avez-vous choisi? Amandine Bija, est-ce un établissement Montessori ou classique? On a comparé différentes écoles et finalement, nous avons choisi les écoles publiques près de chez nous. Le Montessori hors contrat, c'est bien simple, en région parisienne, c'est tout simplement inabordable pour nous. Nous n'avons pas les moyens. Nous aurions eu 4 enfants à mettre en établissement Montessori. Ça n'était pas possible. Enfin, vous n'avez peut-être pas idée des tarifs ici, mais une école Montessori, ça monte à 10 000, 15 000 euros par an. C'est dément. Et vous multipliez ça par 4. Donc bon, non, le Montessori, ça n'était pas possible à mon grand regret. Nous avions étudié les autres établissements hors contrat qui nous entouraient, qui sont malheureusement très chers aussi, et plutôt pas mal, mais la différence pédagogique, en termes d'encadrement, etc., ne justifiait pas pour nous une telle différence de prix et d'investissement. Parce que dans les écoles hors contrat, il faut aussi s'investir un petit peu en temps. L'école a besoin des parents pour un certain nombre de choses, pour faire des économies. Et c'est un investissement que je n'étais pas prête à faire, alors que mon mari ne pouvait pas faire parce qu'il continue à travailler à plein temps, et que moi-même je n'étais pas prête à faire puisque justement j'avais besoin que les enfants retournent à l'école pour me dégager du temps pour le travail. Et puis le privé sous contrat m'a tout simplement envoyé balader. Apparemment, en janvier, nous étions déjà trop tard pour une inscription. Donc voilà, pas de privé sous contrat pour nous. Finalement, j'avais eu d'excellents échos du public des écoles dont on dépendait par rapport à la carte scolaire. Les enfants étaient sûrs de retrouver beaucoup de leurs amis dans ces écoles. Au final, c'est la décision que nous avons prise, à la fois par simplicité pratique. Pour les trajets, c'est très simple, on peut tout faire à pied. Et puis, c'est évidemment le plus faible investissement financier. Et je m'aperçois que je ne vous ai pas parlé du petit dernier qui n'a que 2 ans, donc qui n'est pas encore concerné par l'école.
Mais je ne le garde pas à la maison non plus. Parce que sinon ça n'aurait servi absolument à rien que tous les autres aillent à l'école. Vous vous doutez bien qu'avec un enfant de 2 ans à la maison, je n'aurais pas plus travaillé que ce que je faisais déjà jusqu'alors. Donc nous lui avons trouvé une assistante maternelle. Il est chez une asthmate qui est très chouette, qui a plein d'animaux. Des chiens, des chats, des pigeons voyageurs. Et j'en oublie. Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme animaux ? Ah, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, ils passent beaucoup de temps dehors. Il y a des chevaux juste à côté de chez eux. Ça se passe extrêmement bien. Et je le laisse 4 jours par semaine chez l'assistante maternelle. Le mercredi, il y va. Comme ça, je peux me concentrer plutôt sur les plus grands. On a pas mal d'activités. Donc, si je gardais mon fils, il passerait son temps en fait dans les conduites d'activités, ce qui serait pas très amusant pour lui. Et en revanche, j'essaie de garder avec moi un autre jour de la semaine, plutôt le jeudi, pour passer des moments de qualité avec lui, faire du Montessori avec lui aussi. J'y tenais et continuer à le voir grandir. Parce que, après tout, c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'instruction en famille, c'est que j'ai envie de passer ces beaux moments avec mes enfants. Et à 2 ans, je n'étais pas encore prête à le laisser loin de moi toute la semaine. Voilà, je voulais continuer à le voir grandir. J'avais peur de perdre un peu cette année de 2 à 3 ans avec lui. Alors, Amandine Bija m'a posé d'autres questions aussi sur l'inscription des enfants à l'école. Sont-ils synchrones, classe d'âge, niveau ? Et comment la réévaluation de niveau a-t-elle été effectuée ? Eh bien, c'est très simple. Ils sont dans la classe de leur âge. Alors, on est dans le public, donc c'est pour ça que ça s'est fait comme ça. Il n'y a pas eu de test particulier ou quoi que ce soit. Dans le privé sous contrat, on aurait dû leur faire passer des tests de l'enseignement diocésain. Donc, il existe des tests qui sont prévus. Il y a des sessions tous les ans. Et donc, ils auraient dû passer ces tests de niveau pour voir dans quelle classe ils auraient été placés. Si on avait demandé une autre classe que celle correspondant à leur âge, il aurait sûrement fallu passer des tests de niveau aussi dans le public. Et je pense qu'ils se seraient appuyés sur les comptes rendus d'inspection d'IEF. Malheureusement, l'année dernière, l'année donc 2020-2021, c'est la seule année où nous n'avons pas été inspectés à cause du Covid. Donc c'est un petit peu dommage parce que du coup on n'avait pas d'évaluation de leur niveau. Mais bon, on a décidé de faire simple, de les laisser rentrer dans la classe de leur niveau en se disant qu'il y a sûrement plein de choses sur lesquelles ils allaient planer un peu, mais qu'ils avaient aussi besoin de s'adapter à tout le reste, à l'école, aux nouveaux enfants, etc. Et que nous verrions en cours d'année comment ça allait se passer. Alors toujours Amandine me demandait si leur côté HPI allait être pris en compte par l'établissement. C'est bien simple, nous ne l'avons même pas mentionné. Alors il faut savoir qu'on n'a aucun test à l'appui. Ça n'est que mon intuition. Alors je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça du tout. Voilà, c'est ma quasi-certitude que au moins nos aînés sont à haut potentiel intellectuel. Nous aurions pu leur faire passer des tests pour le prouver. Pour l'instant, je n'en éprouve pas le besoin. Pourquoi n'en avons-nous pas parlé ? Eh bien, tout simplement parce que généralement, ça n'est absolument pas pris en compte par les enseignants, quoi qu'on en dise. Voire, ça peut engendrer de très mauvais a priori. Déjà qu'ils débarquent après plusieurs années d'instruction en famille et donc ils sont particuliers de ce point de vue-là, je ne voulais pas leur mettre en plus une étiquette HPI qui est très très mal vue par les enseignants en ce moment. Les enseignants disent souvent « Oh, mais tous ces parents qui sont persuadés que leurs enfants sont HPI, en fait, ils ne sont pas plus intelligents que les autres, c'est juste une façon de justifier des problèmes de comportement. » Enfin, bref, ils auraient été encore plus stigmatisés, je pense, donc ça n'était pas ce qu'on souhaitait. Et dernière question d'Amandine, comment ont-ils été accueillis par l'établissement, surtout si c'était dans un établissement classique ? Ça s'est plutôt bien passé, même si j'avoue que j'ai ressenti une certaine méfiance. Nous avons déjà eu des rencontres parents-professeurs, alors collectives, où les enseignants présentaient leur façon de procéder, etc., à tous les parents en même temps. Et j'ai eu un petit échange avec certains des enseignants. Et j'ai ressenti une certaine méfiance. Alors on pourrait très bien imaginer que je suis parano, je n'ai aucune preuve à l'appui, rien de concret ou de tangible. Bon, simplement, j'ai toujours eu cette sensibilité assez forte qui me fait croire que dans certains cas, certaines personnes
ne m'apprécient pas ou ont une certaine méfiance vis-à-vis de moi. Là, c'est aussi vis-à-vis des enfants. Libre à vous de croire que je suis parano et que c'est totalement faux. C'est tout à fait possible que je me trompe. Mais j'ai vraiment eu ce sentiment quand même de méfiance de la part plutôt des enseignantes. Enseignantes parce que nos deux enfants, tous nos enfants au primaire et en maternelle ont des enseignantes. En particulier une certaine méfiance à ne pas trop vouloir que je m'implique, on va dire, dans l'instruction des enfants. Vous savez que les enfants en CM2 passent des tests, les évaluations nationales. J'ai demandé à ce qu'on me communique le résultat des tests en expliquant bien que j'en avais rien à faire de la note, que ça n'était pas du tout pour mettre la pression à ma fille, mais simplement pour savoir où elle en est justement en ce début d'année scolaire et pouvoir l'aider si je m'aperçois qu'il a des soucis quand elle répond à des exercices de type scolaire. On n'a pas voulu me les communiquer. Et on m'a bien fait comprendre que, voilà, ça n'était pas souhaitable. Mais bon, globalement, ça va, ça se passe bien. Alors, une question qu'on ne m'a pas posée, mais je le mentionne quand même. Au niveau de l'inscription, c'est vrai qu'on a eu quelques difficultés. J'ai un peu regretté la façon dont ça s'est fait. Pas de souci particulier pour l'inscription en elle-même, mais nous avions demandé à ce que notre aîné rentre en classe bilingue au collège. C'est une classe où il démarre l'anglais et l'allemand en même temps en 6e, parce qu'il aime beaucoup les langues, vraiment. Et il a déjà appris de l'espéranto en parallèle de l'anglais. Il est très attiré par les langues, donc ça lui aurait parfaitement convenu. Alors évidemment, il y a plus de demandes que de places en classe bilingue, donc il classe à partir du livret scolaire et d'une lettre de motivation. Donc tout ce que j'ai pu joindre, c'est les comptes rendus d'inspection qui dataient d'il y a plus d'1 an puisqu'on n'a pas été inspecté l'année dernière. On a fait une belle lettre de motivation et il n'a pas été pris. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'en fait sa candidature n'a même pas été considérée. Je pense que en voyant qu'il n'avait pas de livret scolaire, ils ont dû se dire lui c'est facile, on l'élimine tout de suite. Et je regrette profondément parce qu'il aurait été dans la classe de son meilleur ami s'il avait pu être pris en classe bilingue. Bon. Et en ce qui concerne notre fille de 9 ans, nous avons demandé à ce qu'elle soit dans la classe de sa meilleure amie pour faciliter la transition, enfin de l'une de ses meilleures amies, ce qui nous a été refusé. Immédiatement. Ça n'a même pas été pris en considération. On m'a dit que de toute façon, comme on ne la connaissait pas, elle irait dans une classe à simple niveau, donc une classe purement CM2. Alors que l'une de ses meilleures amies, elle, on la connaissait bien et qu'elle était dans une classe du coup à double niveau. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. C'est-à-dire qu'on préfère se méfier de ma fille en se disant peut-être qu'elle va poser problème, qu'il va falloir la suivre d'un peu plus près, donc on la met dans une classe à simple niveau, plutôt que de chercher à lui faciliter les choses en la mettant dans la classe à double niveau où était sa copine. Et en plus, il s'avère que la classe à simple niveau où elle est, il y a beaucoup plus de garçons. Et en fait, clairement, on a mis les élèves les plus sages, et surtout les filles, dans les autres classes de CM2 qui étaient à double niveau. Et on a laissé les élèves les plus perturbateurs dans la classe de ma fille, qui le regrette profondément. Ça la saoule, tout simplement, qu'il y ait des clowns qui perturbent la classe en permanence. Et voilà, je trouve ça un petit peu dommage de n'avoir absolument pas cherché ce qui aurait pu la faire réussir, mais simplement ce qui pouvait simplifier la vie des enseignants. Je trouve ça regrettable. Je croyais que c'était la dernière question, mais non, j'ai encore une autre question d'Amandine Bija. Je n'y pense que maintenant, mais co-schooling ou pas? Alors là, bien sûr, à fond. Il n'était pas question que les enfants aillent à l'école et qu'on ne fasse pas de co-schooling. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie dans les notes de cet épisode à mon article sur le co-schooling et vous comprendrez un peu mieux. Pour moi, c'est une expérience formidable parce que le co-schooling restait quelque chose d'un peu théorique, évidemment, pour nous, puisque nous pratiquions l'instruction en famille. Et là, avec 1 mois de pratique derrière moi, et puis mon expérience pédagogique quand même, ça n'est pas issu de nulle part, je fourmille d'idées pour mieux accompagner les familles en co-schooling, en particulier toutes celles de l'accompagnement parentalité et IEF Montessori. Il y a un certain nombre de familles qui pratiquent le co-schooling. Et là, d'ailleurs, pour le mois de novembre, nous allons aborder plus spécialement le thème du co-schooling. J'ai plein d'idées à partager
pour aider les enfants à faire leurs devoirs plus efficacement, plus intelligemment, et sans pour autant les surcharger de travail après l'école. Parce que c'était évidemment la grosse contrainte du co-schooling, c'est qu'on a des enfants qui sont déjà fatigués en rentrant, mais ils ont quand même des devoirs à faire. Donc comment leur faire des devoirs ou les aider à mieux comprendre certaines notions qui n'ont pas été comprises en classe. Pour ça, j'ai plein d'idées sur le co-schooling. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre l'accompagnement avant le mois de novembre pour pouvoir partager tout ça avec nous en novembre. Petite question de Marie-Alix. Bonjour Anne-Laure, comment l'adaptation à l'éducation nationale se déroule-t-elle pour les enfants et surtout pour vous parents, à moins qu'ils soient tous en école Montessori ou autre. Donc non, ils sont bien dans l'éducation nationale, effectivement. Florence me demandait aussi comment s'est passée la rentrée. Floris Aubert, comment ils l'ont vécu avant et le vivent maintenant, sont-ils en décalage ou pas du tout? Et Noémie Galland, comment l'ont-ils vécu de leur côté et comment l'avez-vous vécu de votre côté? Honnêtement, sans problème particulier. Alors je sais que c'est un petit peu anticlimactique, comme on dirait en anglais. Je suis désolée, ça manque de mélodrame. J'aurais aimé, non, pas du tout, mais vous auriez peut-être été plus passionné par un podcast où je vous aurais raconté que j'ai dû aller récupérer mes enfants en larmes à l'école, etc. Non, malheureusement. Ça s'est passé un petit peu comme pour tous les enfants qui rentrent à l'école ou qui déménagent. Ils se sont très vite fait de nouveaux amis, même s'ils n'en avaient pas forcément beaucoup à la base dans les classes dans lesquelles ils ont été affectés, puisque généralement leurs amis étaient plutôt dans d'autres classes. Ils se sont fait de nouveaux amis, ils se sont bien adaptés. J'ai été très impressionnée en particulier par l'autonomie de notre fils aîné, celui qui est au collège, parce qu'entre l'école maternelle, l'école primaire et lui, malheureusement, je ne peux pas l'accompagner. Ça fait 3 établissements différents le matin à la même heure. Ça n'est pas possible. Alors heureusement, l'école maternelle et l'école primaire sont à quelques pas l'une de l'autre, donc je peux accompagner les 3 autres, mais pas pour notre aîné, même pas pour le jour de la rentrée. C'était un petit peu délicat puisque nous nous sommes partagés avec mon mari. Je suis allée à l'école maternelle et il est allé à l'école primaire. Et en fait, il fait tous ses trajets à vélo avec son groupe de copains. Depuis le début de l'année, il gère son emploi du temps, qui est pourtant très variable, avec certains cours semaine A, certains cours semaine B. Parfois, il démarre à 9h, parfois il finit à 15h. Enfin, des horaires très très chaotiques qu'il gère sans problème. Il vient de préparer son premier exposé avec un nouveau copain. Il va le présenter demain. Donc je croise les doigts pour lui. Je pense que ça va bien se passer. Donc voilà, il est incroyablement autonome, il fait à peu près tout seul, et ça m'a impressionnée, voilà, parce que ce n'est pas forcément le plus naturellement autonome de nos enfants, je dirais, et c'est une grande joie de le voir s'épanouir comme ça, et prendre tout doucement son envol. Pour les autres, il n'y a pas de décalage particulier. Bon, il faut vous dire qu'ils passaient déjà beaucoup de temps avec leurs amis scolarisés, puisque dans toutes leurs activités extrascolaires, ils les rencontraient. Ils passent leur récré à jouer aux billes. Tout se passe bien. Voilà, évidemment, il a fallu un petit temps d'adaptation, je dirais, à la culture scolaire. Mais voilà, ça va. Justement, alors il y a quelqu'un sur Facebook, OC et plein de consonnes, OC qui me demandait les points positifs que l'IEF et la pédagogie Montessori leur ont apportés par rapport à l'école. Par rapport à l'école traditionnelle. Et puis les points négatifs aussi. Alors au niveau des points positifs, le premier pour moi c'est vraiment le sens de l'adaptation. Et ça c'est au cœur de la pédagogie Montessori, mais c'est vrai que j'en vois les fruits avec notre aîné, comme je viens de vous le dire, mais aussi avec les plus jeunes. D'avoir posé de bonnes bases aussi avec eux. Alors c'est amusant parce que pour notre fille qui est la moins forte en maths de nos 3 aînés, elle prend enfin conscience, ce dont elle n'avait pas eu conscience avant, qu'elle est forte en maths. Elle n'a que des 10 sur 10 depuis le début de l'année. Elle est très au-dessus de sa classe en maths. Et elle était persuadée de ne pas être forte en maths parce que ses frères étaient meilleurs qu'elle. Mais bon, voilà, au moins, elle découvre que, les maths, c'est trop facile. Au niveau des points négatifs, honnêtement, j'ai cherché, je n'en vois pas vraiment.
Alors oui, il a fallu, comme je vous le disais, un petit temps d'apprentissage de la culture scolaire. Alors ce que j'entends par culture scolaire, c'est que, par exemple, il faut apprendre à présenter un cahier. Nous, on avait une présentation très simple. Là, à l'école, c'est très structuré. Vous savez, on met le titre à 4 carreaux du bord, ou on souligne en rouge, et puis le sous-titre, on le souligne en vert. Enfin bon, des choses comme ça. Le fait de faire signer les cahiers le week-end, ça aussi, c'est un petit peu la découverte pour les enfants. Les exercices incendie, puisqu'ils ont eu leur premier exercice là cette semaine. Mais bon, en fait, tout ça c'est très très vite fait. Les enfants sont rentrés dans le bain très vite. Et puis, ce qui pour moi est très bon signe et me rend très heureuse, c'est que les 2 aînés se sont présentés aux élections de délégués de leur classe. Donc pour moi, c'est le signe qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentaient le courage de le faire, qu'ils se sentaient suffisamment acceptés pour le faire aussi. Notre aîné s'est présenté comme suppléant, notre fille là se présente comme déléguée. Alors notre aîné n'a pas été élu, je vous le dis tout de suite. Et notre deuxième, on va voir ça vendredi. Mais peu importe, ils sont 11 candidats dans leur classe, donc forcément, il y a peu de chances qu'elle soit élue. Mais ça me rend très heureuse de savoir qu'elle a eu le courage de se présenter, de préparer un discours, des propositions, etc. Je trouve ça formidable. Alors, il y a aussi eu quelques difficultés quand même, et autant vous en parler. La plus grosse difficulté, je dirais que c'est la fatigue. Clairement, ça les fatigue beaucoup plus qu'avant, c'est évident. D'autant plus qu'en fait, ils n'ont pas renoncé à beaucoup de leurs activités. Ils font encore énormément d'activités. Concrètement, tous les soirs, il y a des activités. Donc c'est assez lourd, surtout pour notre fille, encore une fois, qui est en CM2, puisqu'elle rentre le lundi, le mardi, le mercredi soir, elle rentre à 19h30 de ses activités. Et elle a encore des activités... elle rentre aussi... Attendez que je ne dise pas de bêtises. Je crois qu'elle rentre aussi à 19h15 le jeudi. Et il n'y a que le vendredi où elle n'a pas d'activité. Donc vous voyez que c'est très lourd pour elle en particulier. Donc ils sont fatigués, ils dorment beaucoup plus. Enfin beaucoup plus. Justement, certains de nos enfants qui avaient du mal à s'endormir le soir, là ils s'endorment beaucoup plus facilement parce qu'ils sont épuisés. Notre fille de 4 ans qui ne faisait aucune sieste ne peut malheureusement pas en faire à l'école parce qu'il n'y a pas de dortoir, même si elle n'est qu'en moyenne section. Et le soir, elle s'endort souvent. On a une remorque derrière le vélo avec laquelle je la transporte. Et elle s'endort souvent dans la remorque au retour de l'école. Et pour aller chercher son petit frère chez l'assistante maternelle. Et je sens aussi qu'elle a besoin de courir le soir et de passer du temps dehors. Donc souvent, elle va passer une demi-heure, 3/4 d'heure dans le jardin pendant qu'on fait les devoirs. Ça lui fait du bien. Elle en a vraiment, vraiment besoin. Pour notre fille qui est en CM2 aussi, une difficulté, c'était la vitesse d'écriture. Parce qu'en CM2, c'est vrai que les enfants ont pris l'habitude d'écrire beaucoup et vite. Et elle a toujours été assez lente à écrire, mais elle s'applique pour avoir une belle écriture. Et donc là, quand il faisait une dictée, elle n'avait pas le temps de se relire les premières semaines. Ou bien il faisait des joggings d'écriture, elle n'arrivait pas au bout. C'est-à-dire, il fallait écrire 10 lignes. Elle n'arrivait pas au bout. Ou quand il y avait des exercices, des petits contrôles, elle n'arrivait pas à écrire suffisamment vite pour tout finir. Donc ça lui posait un petit peu problème. Bon, là, on est 1 mois après la rentrée et j'ai envie de dire que c'est réglé. C'est-à-dire que forcément, elle s'est entraînée. Tous les jours, elle écrivait. Et puis maintenant, elle a le temps de se relire pour les dictées. Donc ça change considérablement les choses pour elle. C'était effectivement l'une de nos inquiétudes avant la rentrée et il s'est avéré que oui, ça lui posait problème. Et j'ai un petit peu peur qu'au niveau des enseignants, on confonde, par exemple, difficulté en orthographe avec problème de vitesse d'écriture qui empêche l'enfant de se relire. Donc, je l'ai mentionné à l'enseignante par écrit. On avait une petite fiche à remplir, sur une application qui s'appelle Classly. On a rempli une petite fiche sur nos enfants, donc je l'ai mentionné. Bon, je n'ai eu aucun retour de l'enseignante, donc je n'ai aucune idée de comment elle a pris ça en compte ou pas, mais bon, dans tous les cas, on peut considérer que c'est réglé. Et puis la grosse difficulté, moi, ce qui m'agace, ce qui m'horripile, c'est que le soir, concrètement, ils reviennent en ne sachant rien. On doit tout apprendre à la maison. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui ont été vues qui ne sont pas forcément comprises, surtout pour notre fils qui, lui, est en CE1. Ils ont passé 1 heure à faire de l'anglais dans la journée, ils ont du vocabulaire le soir à
à apprendre. Ils ont passé donc, par exemple, 1 heure d'anglais sur les chiffres, les nombres. Ils reviennent le soir, ils ne les connaissent pas un seul. Donc ils ont passé 1 heure d'anglais pour rien, en fait. Et nous, derrière, on prend un quart d'heure et c'est su. Donc c'est extrêmement frustrant parce que concrètement, je les fais travailler, peut-être pas autant qu'avant, mais quasiment autant qu'avant, le soir, du coup, après l'école, par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Alors, on n'a pas forcément 3 heures de créneau pour travailler le soir, mais je les fais aussi travailler le mercredi et le samedi avec le matériel Montessori pour approfondir certaines notions. Donc, on fait vraiment du co-schooling. Alors, vous allez dire quel est l'intérêt si du coup c'est plus compliqué pour eux. Eh bien, le gros intérêt, c'est qu'au moins j'ai des journées entières pour travailler. C'est aussi bête que ça. C'est que ça me libère de 8h45 à 16h15. J'ai des grandes plages où je suis tranquille, où j'ai le silence, où je peux enregistrer le podcast, je peux filmer des vidéos, je peux rester concentrée. Et ça fait une énorme différence pour moi. Alors oui, concrètement, je considère l'école comme une garderie. Je suis désolée, je vais choquer des enseignants, je vais choquer des gens qui sont passionnés par l'éducation, mais là, concrètement, le choix de l'école pour nous cette année, c'était le choix d'une garderie gratuite. On va pas se mentir. Et ça reste difficile pour moi à accepter. Ce qui fait que je l'accepte, c'est que dans l'état dans lequel j'étais, je n'étais plus capable de pratiquer l'instruction en famille correctement. Et que je sais que je peux faire mieux que l'école. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je sais que je peux faire 1000 fois mieux que l'école. Mais dans l'état dans lequel j'étais, l'école faisait mieux que moi. Donc là, ce qu'ils font à l'école, ça reste mieux que ce que j'étais capable de leur proposer en fin d'année dernière. Donc c'est comme ça que je me rassure et que j'essaie de rester zen par rapport à tout ce travail qu'on a encore à faire après tout ce temps passé à l'école. Bon. Alors quelques autres questions plus sur moi. Florence, la maison doit paraître vide pour vous? Et puis une question de Séverine Ancard du Châtelet. Qui me dit « Oh, j'imagine que cette décision n'a pas été facile et je suis certaine qu'elle a été réfléchie comme il se doit. Acceptez la décision, une nouvelle page s'écrit pour, je l'espère, le bonheur de chacun. Avez-vous réorganisé vos temps libres, entre guillemets, sans école et comment ?» Alors, la maison ne paraît pas spécialement vide, c'est plutôt un soulagement en fait. C'est quand même très agréable d'avoir la maison pour moi toute seule. Parce que même quand ils étaient gardés par une garde d'enfants à domicile, ils étaient dans la maison la plupart du temps. Il y a quand même des petits bruits qui restent dans la maison, on sent qu'on n'est pas seul. Je m'enfermais dans mon bureau, mais ça voulait dire que j'étais obligée de travailler dans mon bureau. Je ne pouvais pas sortir mon ordinateur portable et travailler dans le salon, par exemple. Là, j'ai quand même beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de silence, de calme, de concentration, et c'est très appréciable. Donc oui, clairement, mon temps n'est pas vraiment libre, Séverine l'avait bien compris en mettant des guillemets autour. C'est un temps pour travailler. Pour moi. Ça n'est déjà pas tant que ça, parce que j'ai donc 8h45, 16h15, c'est vraiment le temps compté au plus large. Il faut aussi que je prépare leur goûter et les affaires d'activités extrascolaires avant de les rejoindre à l'école, donc concrètement c'est plutôt du 9h, 16h. Et je me prends 1 heure de pause pour déjeuner, me préparer à manger et déjeuner. Donc j'ai à peu près 7 heures par jour de travail sur 3 jours pleins. Lundi, mardi, vendredi, ça fait 21 heures. Et j'ai les jeudis avec mon bébé de 2 ans où je travaille aussi, mais de façon un peu plus légère. Donc ça reste quand même très 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 dense pour gérer son entreprise. Mais c'est beaucoup plus que les 10 à 12 heures où les enfants étaient gardés que j'avais l'année d'avant. J'étais obligée de travailler beaucoup le soir, les week-ends. Et c'est encore le cas, je continue aussi à travailler le mercredi, le week-end. Mais moins le soir. Si, un petit peu moins le soir quand même. Donc j'apprécie vraiment ces moments de temps sans enfants pour travailler. Je fais beaucoup de vélo aussi, je passe beaucoup plus de temps en plein air. C'est vrai que je sortais assez peu avant puisque justement on avait pris une garde d'enfants sur les créneaux où ils avaient beaucoup d'activités extrascolaires. Donc c'est surtout elle qui faisait tous les trajets avec eux. Et là, on a pris un vélo électrique, on a pris une remorque et je fais entre 15 et 20 km par jour à vélo
même sous la pluie. Ça me fait énormément de bien et c'est vraiment très appréciable. En IEF, généralement, on passe beaucoup de temps dehors, on peut passer beaucoup de temps à se balader, à faire du sport. Comme j'avais toujours eu cette activité professionnelle en plus, les enfants, eux, passaient beaucoup de temps dehors et faisaient beaucoup de sport, mais moi, pas tant que ça. Puisque ces moments-là, ils les passaient plutôt avec la garde d'enfants. Ça me permet de rattraper mon retard dans les contenus que je devais publier aussi pour mes formations. Donc voilà, ça avance, j'avais beaucoup de retard à rattraper. Et puis, c'est peut-être un détail, mais j'ai aussi une maison qui est mieux rangée. Généralement, hein. On a quand même 5 enfants, donc ça se met vite en bazar, mais les enfants sont beaucoup moins là. Donc concrètement, ils mettent beaucoup moins de bazar. C'est beaucoup plus facile de garder la maison rangée. C'est simple, rien que le déjeuner, moi je suis toute seule, je fais pas de bazar. Je me fais des petits repas simples, je cuisine, mais je me fais des repas simples, c'est très vite rangé, très vite nettoyé. Alors que quand on a les 5 enfants, tout de suite, ça prend un peu plus d'ampleur, on va dire. J'ai quand même quelques regrets, évidemment. Alors ne me lancez pas sur la pédagogie à l'école, le jargon des enseignants, alors que certains utilisent au second degré, hein, avec un peu d'humour. On entend bien qu'ils utilisent ça avec des guillemets, mais que bon, ils sont conscients de la lourdeur du jargon éducation nationale. Mais d'autres l'emploient au premier degré. Hein. Il y a beaucoup de choses assez absurdes, mais bon. Ça fait déjà 40 minutes que je parle. Je pense que ce serait le sujet d'un autre podcast. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, un podcast sur tout ce que je n'aime pas à l'école, allez-y. N'hésitez pas à me le demander. Vous pouvez très bien laisser un avis sur ce podcast. Vous pouvez laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, par exemple, et me dire si ça vous tenterait un épisode sur ce que je n'aime pas à l'école. J'aurais pas mal de choses assez marrantes à vous raconter, je pense, suite à nos réunions parents-prof. Mais bon, voilà, je le savais dès le départ. C'est pas quelque chose que j'ai découvert non plus avec la rentrée. Et puis je regrette que les enfants aient moins de temps libre pour lire, surtout, ça leur manque, ou pour leurs projets personnels de manière générale, pour jouer aussi tout simplement. Les devoirs prennent aussi du temps sur ce qui était davantage notre temps en famille, ce que je trouve vraiment dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. C'est vrai que maintenant on prend des temps de co-schooling le mercredi ou le samedi, ou les deux. C'est des temps où on faisait plutôt des jeux de société ensemble, où on allait se balader. Maintenant, on a plutôt le samedi après-midi et le dimanche pour le faire. C'est bon, évidemment, je le regrette. Et oui, j'aimerais bien pouvoir reprendre l'année prochaine l'instruction en famille avec les plus jeunes. Et une dernière question de Babs.soul sur Instagram. Abandonnez-vous le combat pour l'école à la maison au profit du co-schooling? Surtout pas! Mais alors là, surtout pas! Je suis toujours gonflée à bloc pour défendre l'instruction en famille. Parce qu'en fait, ça n'a jamais été une histoire de combat personnel pour moi. C'est vraiment un combat général pour la liberté de l'éducation. C'est pour ça que je suis totalement sur la même longueur d'onde que quelqu'un comme Anne Coffinier, avec qui j'ai beaucoup échangé. On a beaucoup discuté parce que nos combats sont les mêmes. Elle se bat essentiellement, elle se bat pour la liberté de l'éducation et essentiellement du côté des écoles hors contrat. Moi, je me bats pour la liberté de l'éducation essentiellement du côté de l'instruction en famille, mais c'est le même combat. Et je ne le lâche absolument pas. Alors malheureusement, la loi est passée. Le recours devant le Conseil constitutionnel a été rejeté. Il n'y a plus grand-chose à faire, malheureusement. Et on peut faire des recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. On peut attendre les prochaines élections. On peut, je ne sais pas. Et on peut sinon faire ses dossiers, demander une autorisation et continuer à pratiquer l'instruction en famille. Mais le combat ne cesse pas. Et pour moi, le co-schooling, ça n'est que le pendant aussi de ce travail sur la liberté de l'éducation et de faire reconnaître que les enfants les parents, sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Mais à partir du moment où on a ça en tête, on se bat naturellement pour la défense de l'instruction en famille, pour la défense des écoles privées, sous contrat, hors contrat, toutes les écoles. On se bat pour la qualité de l'éducation nationale aussi, et on se bat pour le co-schooling, c'est-à-dire pour que les enseignants comprennent qu'ils ont une délégation de la part des parents pour assurer l'instruction des enfants, et non pas l'inverse.
D'ailleurs, je ferai volontiers un podcast sur la différence entre coéducation et co-schooling, tel que c'est perçu chez les enseignants et chez les parents. Je pense que c'est un sujet intéressant. Donc non, le combat ne cesse pas. Il ne cessera jamais. Et bien voilà, du coup, le bilan là de cette rentrée pas comme les autres pour nous. Ça nous apporte beaucoup de changements. Bon, globalement, comme vous l'avez vu, tout se passe bien. Je pourrais refaire un bilan un petit peu plus tard dans l'année si ça vous intéresse. Et puis voilà. Bon, c'est vrai que pour l'instant, les enfants ne s'ennuient pas trop. Parce que quand ils ont fini des exercices, ils ont le droit d'aller prendre un livre dans la bibliothèque de la classe et de lire. Pour le CE1, celui qui est en CE1 et celle qui est en CM2. Pour celle qui est en moyenne section, les journées sont longues. Elles trouvent ça long, mais ça se passe bien. Bon, il y a déjà eu quelques petits soucis de ses copines qui la traitaient de patate pourrie. Bon, voilà, il y a des jours comme ça où il y a du bon, il y a du mauvais. Je suis aussi assez attentive au collège, au hashtag 2010, parce qu'il y a déjà des 6e qui se sont fait frapper par des plus grands. Mon fils y est très attentif aussi. D'ailleurs, il a été témoin justement d'un cas comme ça où il était allé immédiatement prévenir les surveillants et puis ensuite aller réconforter un peu les autres 6e. Donc ça me plaît beaucoup qu'il ait adopté un peu cette attitude protectrice envers les autres. Je pense qu'il est capable de se défendre. Je ne veux pas dire physiquement, mais capable de se défendre et de se protéger. Et du coup, il y a peu de chances qu'il se fasse attaquer lui-même, parce que c'est souvent comme ça que ça marche. On va vers les plus faibles, les victimes, malheureusement. Mais ça me plaît beaucoup que justement ils prennent la peine d'essayer de protéger les plus faibles. Et donc, on pourra refaire un point, si ça vous dit. Je suis presque désolée que ce ne soit pas plus dramatique, comme je vous le disais. Mais voilà, c'est ça la vraie vie. C'est que concrètement, oui, après 8 années d'instruction en famille, où nos enfants n'étaient, pour ainsi dire, jamais allés à l'école, oui, ça se passe bien, parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en fait. C'est tout. Donc bon, j'espère que ça vous rassure si vos enfants sont en IEF et que vous anticipez un retour à l'école à un moment ou à un autre. Et que ça vous rassurera aussi si vous envisagiez l'instruction en famille mais que ça vous semblait compliqué, le retour à l'école ensuite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.